C'est Farim sur Radio J. J'ai le plaisir de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices, bien sûr, pour parler des livres, de ceux qui l'en font, du livre parfois avec un grand L, avec des auteurs engagés, forcément engagés sur Radio J, et d'autant plus depuis la terrible césure qui a constitué le 7 octobre dans l'histoire et peut-être dans la conscience du monde et du monde juif en particulier. Michel Gad-Volkovitch, bonjour. Bonjour Michel Zerbi, merci. Merci d'être avec nous sur Radio J aujourd'hui. Vous avez été l'un des premiers invités après le pogrom justement du 7 octobre auquel je faisais référence pour essayer de comprendre déjà l'incroyable événement, évaluer peut-être les effets déjà de ce massacre dans la population en Israël, puisque vous êtes aussi israélien. Et je rappelle pour nos auditeurs, évidemment, que vous êtes psychanalyste. Vous êtes également donc psychanalyste à l'Association psychanalytique de France. Vous êtes professeur de psychopathologie à Paris-Sud, Orsay. Je ne vais pas citer tous vos titres. Et vous avez écrit beaucoup d'ouvrages. On en a parlé de quelques-uns sur cette antenne. Le dernier rend date... c'est Images de divan, 16 psychanalystes qui nous ouvrent leurs portes avec les photographies de Shlomo Israël. Très beau livre, on en parlera bien sûr dans le cadre de notre émission, un livre savant, mais aussi très beau, on peut dire, du point de vue artistique. Très grand public. Et très grand public, c'est vrai. Alors je disais, Michel Gad-Volkovitch, on est heureux de vous recevoir aujourd'hui pour essayer de faire un peu, si l'on pourrait s'exprimer ainsi, un point sur la situation. Vous êtes franco-israélien, vous étiez en Israël. Alors on s'était vu à cette occasion, avant que vous ne partiez en Israël. Comment vous avez trouvé, si on peut résumer ainsi, le moral des Israéliens ? Écoutez, d'abord je ne voudrais pas parler au nom de tout le monde. Bien sûr. Je vais parler en mon nom et peut-être au nom de ceux qui m'entourent. On est un peu, enfin moi j'ai l'impression qu'on est un peu schizophrène là-bas et on est très décalé ici. Je me sens très décalé ici et schizophrène là-bas. Je veux dire par là que, le traumatisme qu'on a connu, qu'on a vécu le 7 octobre, qu'on a été là-bas, qu'on a été ici, je crois que tout le monde a vécu ce choc, y compris les antisémites d'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, est toujours là. Je crois qu'il va les images, qu'on les ait vues ou qu'on les imagine, à travers les reportages, les mots vont nous hanter tout le temps, je crois. Oui. Traumatisés par quelque chose qui est au-delà d'un pogrom. Moi, j'ai fait plusieurs séminaires là, avec le titre « Comment nommer ?» je l'ai fait en Israël, je l'ai fait à Paris. Comment nommer ? Alors c'est une question qui se pose, bien sûr. Beaucoup l'ont contesté. Parce que c'est vrai le terme Shoah, le terme pogrom. On ne peut pas les contester. Ouais. On peut pas les contester au départ, parce qu'au départ, il fallait trouver des mots pour se raccrocher à la réalité. Donc on a trouvé pogrom, comme Michel vous l'avez dit tout à l'heure, on a trouvé Shoah, et moi je pense qu'il faut trouver un autre nom, je ne sais pas lequel, parce qu'il faut l'historiciser. Oui. Il faut l'historiciser, il ne faut pas faire une sorte de magma indifférencié qui aboutit, on le sait, à une sorte de faux symbolique, un peu comme on a fait d'Auschwitz. Auschwitz représente tout, et en même temps cache tous les autres camps. Et en même temps, on l'utilise contre avant, nous. Avant, on utilisait, je crois, Michel Gad-Volkovitch, le terme avant que Shoah ne soit rentré dans les esprits. C'était le terme Khurban, je crois, qui venait du yiddish. Oui, absolument. Qui voulait dire un peu aussi le désastre, tout à fait, la désolation, la catastrophe. Absolument. Mais ça faisait un peu naturel, quoi. C'est comme si c'était une catastrophe naturelle. Et donc, je crois que Shoah, il faut lui rendre hommage, nomme quelque chose qui n'est pas... Et on ne parle plus du mot Holocauste, et Holocauste, qui était impropre. Absolument, qui était impropre, parce que ça faisait penser effectivement à une mythologie chrétienne sur les Juifs. Un sacrifice agréable à Dieu. Un sacrifice de gens qui étaient coupables essentiellement d'un péché originel dans la mythologie chrétienne. Donc effectivement, Shoah. Là, je crois qu'il faut trouver un mot pour historiciser, politiser l'événement, et nous aider à subjectiver quelque chose, à lui donner un sens, non pas un sens pour les assassins, mais que nous, on lui donne un sens dans notre histoire. Quoi. Et ce que vous venez de dire est intéressant. Vous dites que ça a changé, évidemment, ça a traumatisé le monde juif, mais pas seulement, heureusement, mais aussi même les antisémites, en quelque sorte, qui ont été transformés aussi par cette affaire. Écoutez, c'est très bizarre, parce que au fond, il y a dans ce traumatisme, je crois que je l'avais dit quand on s'était vu, Michel,
il y a un traumatisme cumulatif, c'est-à-dire le traumatisme de ce qui s'est passé dans l'actuel, hein, l'événement lui-même, horrible, les massacres les plus sadiques qu'on ait connus depuis la Shoah, effectivement, les plus monstrueux. Le fait que ça se passe en Israël, évidemment, il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer, ou qu'on ne voulait pas imaginer, peut-être plus exactement, possible. Et puis ça s'est redoublé. Et puis, bien sûr, le truc transgénérationnel, ça nous a rappelé ce que nos parents ont vécu, la déportation, la persécution, etc. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, une grande partie de la famille qui a disparu pendant la Shoah. Mais il s'est redoublé encore par le déni. Très peu de temps après. Très vite. Très vite. C'est-à-dire que le négationnisme. Le négationnisme, le négationnisme et le révisionnisme. Oui. Et on sait, enfin moi c'est ce que je pense, je l'ai écrit, le négationnisme et le révisionnisme sont consubstantiels à l'extermination. C'est pas seulement des conséquences de l'extermination. C'est-à-dire qu'on dit, on le nie parce qu'on veut pas qu'on pense qu'on l'ait fait, quoi. C'est pas vrai, c'est pas seulement ça. C'est que dans le négationnisme, il y a l'idée que l'extermination est faite pour mettre hors l'histoire, hors espèce humaine, le peuple juif. Et donc on n'en parle plus, ça n'a jamais existé. L'extermination, le négationnisme, le peuple juif n'a jamais existé. Mais même si vous dites, vous faites cette remarque à juste titre, Michel Gad-Volkovitch, Ouais. mais il semble quand même que les génocidaires, je les appellerai comme ça, du Hamas, aient voulu montrer, à l'inverse des nazis, aient voulu montrer la réalité de leur, entre guillemets, victoire Absolument. sur les juifs. Ça n'empêche pas que pour eux, ils nient l'existence d'un peuple juif. D'ailleurs, on a des gens parmi nous qui les aident à penser que le peuple juif n'existe pas ou a été inventé. Là, s'il y a des juifs, pour dire les choses clairement, voilà. qui collaborent à cela. Ouais. Qui collaborent à ça. Mais effectivement, ça paraît contradictoire, mais il nie qu'Israël existe, il nie qu'Israël doit exister, il nie que le peuple juif a existé, il nie que n'importe qui a existé, puisque chez les intégristes islamistes, et peut-être dans le Coran, je m'y connais pas assez, il n'y a pas d'antériorité. On a affaire à un délire de filiation, un délire d'auto-engendrement. Rien n'a existé avant eux. Et si quelque chose a existé avant eux, c'était une erreur de la nature. C'est pour ça qu'on peut se convertir si facilement à l'islam, puisqu'ils disent, oui, t'étais pas musulman, t'étais chrétien, juif ou autre chose, mais tu peux revenir à la maison, on va réparer l'erreur de la nature. Donc ça n'a pas existé. Et là, on rejoint les nazis. Chez les nazis, il y avait aussi ce négationnisme de l'origine, de l'histoire, de l'origine. Rien n'a existé avant eux et rien n'existera après. Le négationnisme est consubstantiel au génocide. Absolument. Et à la tentative de génocide. Voilà. Et donc, on avait 2 jours après, on n'a pas attendu 40 ans pour nier ce qui s'est passé. 2 jours après, on a vu que, je crois que tout le monde a été choqué au départ, même les antisémites, parce qu'ils ont, à ce moment-là, il y a eu une petite prise de conscience, je crois, chez eux, que ce qui arrivait là-bas, c'était quand même ce qui peut arriver ici, ce qui a commencé ici. Même ceux qui sont pro-islamistes, collabos, tout ce qu'on veut, islamo-gauchistes et tout, ont été choqués à cause de ça, pas par empathie pour ce qui arrivait aux Juifs là-bas, mais parce que, mais puis ils l'ont nié tout de suite, évidemment. Ils l'ont nié tout de suite par lâcheté, par intérêt, par idéologie, on sait bien. Donc 2 jours après, on pouvait dire avant, les gens aiment les Juifs morts et ils détestent les Juifs vivants, mais là c'est même plus les Juifs morts. C'est plus du tout. Les Juifs morts, on les aime plus du tout non plus, ils nous gênent. Et d'ailleurs, on fait dans l'inversion victimaire et génocidaire. C'est plus des victimes, c'est même plus des humains, puisqu'on demande aux Israéliens agressés, objets d'extermination, on leur demande d'assurer l'humanitaire à ceux qui ont voulu les exterminer. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans l'histoire ? Mais c'est terrible ce que vous dites là aujourd'hui sur Radio J, c'est que ceux qui nous écoutent se disent mais on s'enferme dans quelque chose qui peut rendre le délire, qui peut, pour dire les choses simples, faire devenir fou. Oui. Nous sommes massacrés. Oui. Et c'est l'inversion des charges. C'est ça, c'est l'inversion des charges. Et on nous charge, en plus, de réparer ceux. Est-ce qu'on aurait fait ça avec les nazis en 40 ? On a demandé aux Anglais, aux trucs, de prendre soin des nazis. Dans ce genre de traumatisme, Michel Gad-Volkovitch, certains estiment, je ne sais pas si ça peut se mesurer, que l'ébranlement va durer plusieurs décennies. Oui, je crois que c'est un ébranlement qui va nous toucher, et nos générations aussi. Écoutez, je crois qu'il y a des mythes qui sont tombés. Je veux dire, on a le plus jamais ça que vous avez entendu tout le temps, que moi j'ai entendu depuis que je suis petit, bien que mes parents, comme beaucoup de parents qui ont vécu la Shoah,
quelque part, ils avaient toujours l'angoisse, et ils nous l'ont transmis en voulant nous en protéger. Pourtant, si ça revient, Ça revient. ils avaient toujours peur que ça revienne. Et ils avaient l'idée que ça pouvait revenir. Bon, mais en même temps, le slogan « Plus jamais ça » essayait de les protéger et de nous protéger. Malheureusement, le ça, l'inconscient collectif, est revenu et a fait ce qu'il a fait. Et le ça des collabos, des négationnistes. Moi, je pense que s'il y a eu une telle flambée pulsionnelle, un déchaînement pulsionnel antisémite avec des lynchages partout en Occident, je vais peut-être choquer des gens là, mais je crois qu'il faut savoir, parce que c'est la condition pour se battre et résister, c'est quand même savoir la réalité, et nous, ne pas la nier. Je pense que dans la psyché collective de beaucoup de gens, bien que il faut savoir que les sondages, je ne sais pas ce qu'ils valent tout à fait, mais en France, par exemple, 70% des Français soutiennent Israël. C'est l'élite journalistique, politique, culturelle. Alors culturelle, qu'est-ce que c'est que c'est ce monde de la culture qui est aussi pourri, médiocre, etc., et qui s'incarne dans la culture, dans le savoir, dans le bien. C'est incroyable cette culture. Ce monde de la culture, binoche et tout ce qu'on veut, c'est incroyable. Il manque quelques notions dans la culture comme l'éthique et le courage, par exemple. L'éthique, et puis quand même la culture, justement, parce qu'ils savent rien. Et la culture. Ils savent rien. Où est le Jourdain, où est la mer, ils savent pas. On leur demande, ils savent pas du tout. Bon, ce que je veux dire, c'est que ce déchaînement a été possible parce que je crois que dans l'inconscient collectif, en tout cas de beaucoup, ils ont cru que enfin la solution finale allait pouvoir être réalisée. Israël était affaibli considérablement, le peuple juif était choqué et ne pouvait pas résister. Je pense qu'il y a eu quelque chose de mortifère. On va les achever enfin. Ouais. La Shoah n'est pas finie. Ouais. La Shoah n'était pas finie. On a cru que c'était fini. Non, la Shoah n'est pas finie. Là, on peut dire dans ce sens, la Shoah n'est pas finie. La Shoah n'est pas finie. Si on regarde l'histoire comme un long fil. Voilà, sauf effectivement qu'on voulait pas le faire soi-même. Mais on soutenait ceux qui allaient le faire. On allait réaliser la Shoah par délégation. Quand on a vu la faiblesse d'Israël, l'affaiblissement d'Israël et le choc des Juifs, beaucoup de gens se sont dit, hop, on y va, on peut le faire même ici. Ouais. Vous écoutez Sepharim, on est en compagnie, et c'est passionnant, du psychanalyste Michel Gad-Volkovitch, et on parle bien sûr comment faire autrement de cette situation sur laquelle il y a eu déjà des réactions. On parlait de ce qui se passe en Israël. Bon, on utilise souvent ce mot qui est devenu très à la mode, la résilience, la mobilisation militante. On voit, vous faisiez allusion tout à l'heure à une personnalité que j'ai pas envie de citer, oui. C'est le docteur Broman, je crois, qui disait que Israël finalement avait non seulement mis en danger les Juifs d'Israël, mais les Juifs de diaspora absolument. Dans son attitude. Alors, c'est un raisonnement fou, mais qui touche certains. Bon, ça, vous citez quelqu'un, on en connaît quelques-uns qui se rappellent qu'ils sont juifs pour essentiellement critiquer les autres, s'en démarquer, et qui sont antisionistes, il faut le dire, même s'ils sont nés là-bas, d'ailleurs, pour certains. Moi, ceux-là sont pas dangereux, disons, on les connaît, on connaît nos ennemis, etc. Les plus dangereux, Michel, pour moi, et ceux qui m'énervent le plus, c'est ceux que j'affectionne beaucoup, des juifs parmi nous. Mais qui sont... Ah, je sens ce que vous allez dire. Dites-le. Peut-être des personnalités éminentes qu'on aime, qu'on aime célèbres. Célèbres, qu'on aime bien. Qui étaient connus pour finalement des prises de position intelligentes. Oui, intelligentes et mais sur Israël, et qui nous représentent souvent très bien, qui représentent la communauté, et qui, quand il s'agit d'Israël, veulent être plus purs que les purs, veulent être... plus dans la bien-pensance que la bien-pensance pour montrer, etc. Comme s'ils avaient peur qu'on pense que les Juifs sont pas bien, et eux avec. On peut citer par exemple Madame Anne Sinclair, ou Madame Delphine Orvilleur. Écoutez, je veux pas personnaliser les choses. Ce que je sais, c'est qu'il y a des gens, encore une fois, pour qui on peut avoir beaucoup d'estime, qui parlent par exemple de vengeance. Ils disent faut pas que les Israéliens aient le truc de vengeance. Un peu comme en aparté, vous disiez, Michel, qu'on interroge les gens après un attentat où quelqu'un a perdu sa femme, ses enfants, et qui dit « vous n'aurez pas ma haine ». Bon. Moi, je réponds toujours que moi, ils auront ma haine. Alors, en plus, en tant que psychanalyste, je crois qu'il faut, pour pouvoir dépasser le désir de vengeance et de haine, il faut pouvoir déjà la reconnaître. On peut avoir des sentiments de haine, on peut avoir des sentiments des envies de vengeance, etc., c'est-à-dire des sentiments transambivalents, c'est la condition pour pouvoir éventuellement la surmonter. Et il faut la surmonter pour des raisons éthiques, mais il faut aussi la surmonter pour des raisons stratégiques. Si on veut être efficace, il faut, etc. Et en plus, je pense qu'Israël ne régit pas par souci de vengeance, ils régissent par pure défense, et dire que c'est de la vengeance, je pense que c'est alimenter notamment les antisémites
qui ont voulu prêter la loi du talion au peuple juif, donc les juifs, et le Dieu juif est forcément méchant, forcément vengeur, forcément, etc. Alors que loi du talion qui est évidemment complètement erronée dans leur façon de l'interpréter. Michel, absolument. Et notre pourra citer notre ami. Comment qu'on aime citer quand on se retrouve, Raphaël Drahi, bien sûr. Qui nous a bien montré que la loi du talion est contestée dans la pensée juive. Voilà. Et je crois que c'est un... Voilà. Alors, quand je vois ça ou j'entends ça, je réponds, parce que je pense que c'est important de répondre sur un tel sujet. Et voilà, il y a des gens qui sont contents que je remette les choses en place, et puis il y en a d'autres qui sont pas contents et qui m'insultent. Qui considèrent que vous ne devriez pas... Et que je suis pas pur, pour qui je me prends, quoi. Voilà. Ah oui. Voilà. Bon, ok, c'est pas grave du tout, mais... C'est Farim, notre émission. On parle bien sûr toujours des sujets qui nous tiennent à cœur. Celui-là est fondamental. Il y avait vendredi 8 mars une journée internationale des droits des femmes qui est connue. Certains ont rappelé que c'est surtout une journée internationale de privation des droits des femmes, en l'occurrence des femmes otages d'Israël, que j'ai envie de citer encore aujourd'hui. Elles sont toujours dans les geôles du mouvement Hamas, Noa Argamani, Karina Ariev, Agam Berger, Shiri Bibas, la mère des enfants Bibas, Amit Bouskila, Émilie Damari, Liri Elbag, Carmel Gatt, Daniel Gilboa, Romy Gonen, Nahama Levi, Doron Steinbrecher, Arbel Yehoud, Eden Yerushalm. Je cite ces noms parce que on est aussi dans quelque chose qui est fondamental pour un analyste comme vous, ce qui s'est passé, que j'appellerais aussi dans les crimes de la pornographie génocidaire. Absolument. Les crimes sexuels sont inouïs, et ils ont longtemps été cachés, y compris par l'ONU. Absolument, absolument. Ils peuvent plus le cacher, mais ils essayent de l'amoindrir quand même. Hein. Je voudrais à ce propos dire deux choses. La première, c'est que je voudrais rendre hommage à Georges Diener, le directeur de l'Institut français à Tel Aviv, qui, avec le soutien de l'ambassadeur de France, a organisé avec moi et avec Chibolette, dans les premiers jours après le 7 octobre, une rencontre autour du 7 octobre, où on a réuni beaucoup de gens, et c'était très important pour tout le monde de pouvoir s'exprimer, et ça a été très émouvant. Et aujourd'hui, il fait une demi-journée, puisque c'est Shabbat l'après-midi, donc c'est ce matin, il y a une journée sur les violences sexuelles faites aux femmes israéliennes le 7 octobre. Je trouve que c'est très courageux, parce qu'on connaît les positions du Quai d'Orsay, leur méfiance, leur truc, et je dois dire qu'il faut lui rendre hommage, parce qu'il fait un travail extraordinaire, très important. Voilà, c'est son rôle de faire quelque chose. Vous avez raison de rendre hommage. On peut rendre aussi hommage et féliciter les organisations en France de femmes, pas toutes juives d'ailleurs, même beaucoup sont des non-juives, qui ont pris ce combat depuis le 7 octobre, jour et nuit. À contrario, quand même, d'autres organisations dites féministes, néo-féministes, qui sont muettes, et qui non seulement sont muettes, mais trouvent que c'est de la résistance. Absolument. Vous avez vu, là, il y a celle que j'appelle Butcher, c'est-à-dire le boucher, plutôt que Butler, c'est-à-dire la papesse qui est juive, hein, dont le père était rabbin. Effectivement, la papesse du wokisme, qui dit que ce sont des actes de résistance armée et pas du tout du terrorisme. Oui, ça c'est effrayant. Et ça pose question évidemment sur l'idéologie en vogue aujourd'hui du wokisme. Donc peut-être on parlera à propos du divan, parce que ça a un rapport. Quoi. On reçoit dans ces Farim aujourd'hui donc Michel Gad-Volkovitch, le psychanalyste. Son livre s'appelle Images de divan, 16 psychanalystes qui nous ouvrent leurs portes. Et comme il est de coutume, vous avez choisi notre pause musicale. Rappelez-nous qui est celui qu'on va entendre. Bah écoutez, j'ai discuté avec ma fille juste avant, parce que je savais plus très bien. Je vous ai posé la question au dernier moment. Au dernier moment, et je savais plus qui choisir. Idan Hamadi, qui est acteur et chanteur très apprécié en Israël, qui a joué dans Fauda et qui a été blessé grièvement. Et je dois dire, c'est ça Israël, c'est pour ça qu'on aime Israël. C'est-à-dire que imaginez une star ici de la chanson qui reste battre pour son pays, etc. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, je crois qu'on peut lui rendre hommage, et rendre hommage à lui, à toutes les victimes, et moi qui vois des blessés, des mutilés, etc. Voilà, c'est un hommage à tout le monde. נמאס לי להתגעגע, רוצה להיות קרוב אליה, כי מי אני כבר בלעדיה. נמאס
נמאס לי להתגעגע, רוצה להיות קרוב אליה, כי מי אני כבר בלעדיה. בשבילה גמד המדבר, אני אף פעם לא נשבר, כי בלעדיה אני שום דבר. או בשבילה גמד המדבר, אני אף פעם לא נשבר, כי בלעדיה אני שום דבר. אני שום דבר, אני שום דבר, אני שום דבר, אני שום דבר. Eh oui, c'est la musique israélienne, c'est pas n'importe qui, c'est Idan, pardon. Madi, qui est un grand comédien en Israël connu pour son rôle dans Foda, mais qui a joué son rôle réel dans l'armée israélienne pour combattre pour son pays. Il a été blessé gravement. Heureusement, il s'en est sorti. C'est Sefarim avec toujours Michel Gad-Volkovitch. On parle de ces sujets fondamentaux et c'est passionnant. On reste un instant sur justement sur cette situation. La propagande en France, on en parlait. Peut-être un commentaire, je ne sais pas si ça vaut commentaire. Les élections européennes, la liste de la France insoumise pour les élections comprendra une certaine Rima Hassan, une juriste qui accuse Israël de génocide sur fond de régime d'apartheid, qui défend la solution d'un État binational allant du fleuve Jourdain à la mer Méditerranée. Elle connaît un peu sa géographie. Elle sait que ça veut dire la fin de l'État d'Israël, la fin de l'État juif. Là, on est dans des trucs aussi assez étonnants en France, politiquement. Enfin, c'est pas étonnant de la part de LFI, mais c'est une propagande qui gagne. Hein. Qui gagne, et qui gagne chez les jeunes. Hein. C'est très inquiétant, parce que les jeunes ne connaissent évidemment rien du tout, parce qu'on ne leur a pas enseigné. Ils connaissent rien à l'histoire, ils connaissent rien à ce qui se passe là-bas, etc. Et évidemment, en absence d'idéaux, en absence de quoi que ce soit, ils pensent très généreusement qu'ils vont vers la justice en allant vers les filles. Bon, c'est dramatique, mais il faut dire qu'en face, il n'y a pas grand monde non plus qui soit clair. Quoi. Ouais. Non. Très peu. Je veux dire, Macron qui dit il ne faut pas être lâche, on va envoyer des troupes contre l'Ukraine, mais il demande à Israël de céder, et d'arrêter, etc. C'est extraordinaire. Ou toujours le président de la République qui parlait d'une alliance contre le Hamas et qui finalement aujourd'hui en est à demander à Israël d'arrêter ces crimes. Je mets tout ça entre guillemets. On parle d'images de divan, 16 psychanalystes qui nous ouvrent leurs portes. Ça veut dire ce sont le symbole du travail du psychanalyste, c'est dans ce lieu très particulier. Le divan, il y a des très belles photos dans ce livre et il y a des très beaux textes aussi justement de ces psychanalystes qui sont interrogés et qui donnent leurs sentiments. C'est quoi l'importance justement de ce divan, du décorum, on peut dire, de l'analyse? Écoutez, de cette science, on disait parfois une science juive, il y a des psychanalystes. Et art, moi je crois que c'est à la fois une science et à la fois un art, un peu comme la boxe. Exactement. C'est un peu les deux. Écoutez, je tiens beaucoup à ce livre. J'ai hésité très longtemps, c'est-à-dire une quinzaine d'années, pour le faire, parce qu'on m'a beaucoup sollicité depuis des années au cours d'interviews, pour des livres, pour des revues, où on parlait de ma biographie et on voulait des photos de mon cabinet, etc. J'ai toujours refusé pendant très longtemps, parce que d'abord, je trouvais que j'étais encore un peu jeune pour qu'on fasse ma biographie, donc je trouvais ça un peu vexant. Vous voulez que la géographie. Voilà. Et d'autre part, bon, j'étais pris par le tabou du secret qui entoure, et peut-être du mythe, etc. Et j'avais peur peut-être du jugement de certains collègues qui me disaient que tu es un peu exhibitionniste, etc. Bon. Et puis j'étais pris aussi par l'idée de la neutralité qu'il fallait préserver. Et puis au fur et à mesure de mon travail, notamment sur ce que j'appelle la disposition analytique de l'analyste lui-même, c'est-à-dire comment il devient analyste, comment il le reste dans son travail, j'ai remis en question cette notion de neutralité
qui est très mal comprise par beaucoup de psychanalystes eux-mêmes. C'est-à-dire, pour moi, la neutralité, et d'ailleurs Freud le disait clairement, et quand on voit son cabinet, il était aussi chargé, alors je m'identifie beaucoup à Freud, de façon humble, mais quand même. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse, vous racontez dans ce livre que quand vous avez voulu visiter le cabinet du fameux docteur Sigmund Freud, vous espériez, dans une hallucination, pouvoir voir mais j'ai halluciné le grand savant, votre maître. La première fois que j'étais à Vienne, et j'ai monté l'escalier à Bergstrasse, fameux, je cogne à la porte, vraiment, j'ai halluciné qu'il allait ouvrir. Quelle déception. Alors, on vient à la neutralité, c'est quoi la neutralité? Alors, la neutralité, beaucoup d'analystes, effectivement, pensent que la neutralité, c'est de faire un mur blanc, une toile abstraite, et puis éventuellement un masque africain. C'est pas ça. Un masque africain et quelques photos de Freud ou de Lacan et quelques livres de psychanalyse. Or, non, la neutralité, c'est pas ça du tout. Je pense au contraire que cette notion de la neutralité-là est une façon de se cacher, de se défendre, de façon phobique et même narcissique. On entretient une sorte de mystère, le désêtre cher aux lacaniens, comme si on était des professionnels du transfert ou des ou de l'inconscient. Bon, je pense que la neutralité, c'est un vrai travail psychique de l'analyse qui est de penser, d'analyser sa relation à l'analysant, ce que l'analysant lui dit de ses angoisses, de ses fantasmes, de ses idéaux, etc. Qu'est-ce que ça lui fait? Oui, parce que le but de la psychanalyse, pour simplifier et pour résumer, c'est quand même faire du bien. Absolument. Faire progresser dans son bien-être, dans son le bien-être patient, et surtout dans l'analyse et dans la connaissance. Oui. Ouais. Et pour accéder à un meilleur bien-être, c'est accéder plus facilement à ce qui lui échappe, c'est-à-dire dans son inconscient, ses angoisses, ses fantasmes, etc. Qu'est-ce qui peut l'agir malgré lui dans la vie, qui l'amène à faire des répétitions amoureuses, professionnelles, etc. Et à vivre quelque chose de mortifère. Et effectivement, cet accès, on pourrait dire, au monde inconscient et au monde qui lui échappe, peut lui permettre d'être plus dans le libre arbitre de sa vie. Voilà. Ouais, dans ce beau livre, hein, c'est vrai. Donc l'analyste a à faire un travail sur lui, non pas parce qu'il ressent rien, parce qu'il est froid, parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il faut qu'il différencie ses idéaux à lui, ce qu'il vit lui, et ce que vit le patient. C'est la condition pour qu'il puisse entendre ce que dit le patient et éventuellement lui apporter des interprétations. Ça veut dire que vous êtes, par exemple, dans votre cabinet, vous êtes moins interventionniste, si je peux dire? Non, je ne suis pas moins interventionniste forcément, mais j'ai un travail à faire sur moi-même pour ne pas confondre mes idéaux, mes idées, ce que je pense de ce qu'il vit, de ce qu'il me dit, de ce que lui pense, de ce que lui ressent, de ce que lui, vers quoi il veut aller. Hein, c'est-à-dire de ne pas être dans une sorte de transfert symbiotique ou en miroir, ou par le pouvoir qu'il peut m'accorder, parce que je suis peut-être supposé pour lui quelqu'un qui sait, quelqu'un qui peut deviner, etc., que je me prends pas pour ça, hein, et que je projette pas à moi ce que je pense et ce que je ressens sur lui. Ouais, c'est intéressant. Et pour moi, la neutralité, elle est là. C'est-à-dire, c'est pas une neutralité indifférente. C'est une neutralité qui évite la confusion, qui évite la confusion des deux. Et je me suis aperçu, en travaillant sur la neutralité, et là on va rejoindre un petit peu le sujet de tout à l'heure, que dans ces défenses, j'allais dire narcissiques, phobiques, de ces analyses qui se cachent pour mieux exercer au fond une emprise, contrairement à ce qu'ils pensent, sur le patient et sur le savoir, etc. Et en liant la réaction de certaines institutions analytiques aujourd'hui par rapport au 7 octobre, qui n'ont rien dit. C'est-à-dire qu'on a eu des communiqués des conseils d'administration de nos sociétés auxquelles on appartient. Moi, j'appartiens à une société importante, internationale, et qui disaient on condamne les violences, etc., etc. Moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait une position publique, parce que c'est pas ce qui s'est passé n'engage pas une position politique, n'engage pas une opinion. Ça engage quand même notre rapport à l'humain et notre rapport au monde. Et à ce moment-là, je pensais que la place des analystes, c'était de dire quelque chose sur quelque chose qui concerne le déshumain qu'on vivait là, hein, et cette rupture anthropologique. C'était notre rôle. Ils n'ont pas voulu. Donc la question de la neutralité, elle est mal comprise, elle peut être grave. Et tous ceux qui sont neutres, et là on revient aux gens qui réagissent, on est neutre, on met tout le monde dos à dos, c'est-à-dire les victimes d'une extermination génocidaire et les victimes malheureuses d'une collatérale de la guerre. Je pense que c'est une façon aussi de redoubler l'extermination par
par bon sentiment, quoi. Le combat continue, le combat politique, ensemble. intellectuel continue. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'antisémitisme dans cette neutralité, comme je crois qu'il y a de l'antisémitisme, et pour revenir aux femmes, de la haine du féminin, qui est toujours conjuguée à l'antisémitisme, et dans la résistance à la psychanalyse. Voilà. Et je pense que ce livre peut apporter ça, mais Absolument. j'insiste, c'est vraiment pour tout public, et on le voit c'est la troisième impression là, qui se fait. Et donc, Très beau livre, Images de divan, 16 psychanalystes qui nous ouvrent leurs portes aux éditions Hermann. Ouais. Je vous le recommande. Avec des photos de Shlomo Israël. Voilà, des très belles photos. Voilà. Et je dois dire que il me semble que c'est un livre important parce que ça peut être inspirant, quoi. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt sur Radio J. Merci.